Bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, je suis Nicolas Montels, région Aquitaine, et nous allons parler de zététique aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je ne suis pas zététicien professionnel. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe, puisque les grandes figures de la zététique sont plutôt illusionnistes ou scientifiques. Je ne suis pas non plus un scientifique professionnel, je n'ai pas publié, j'ai fait de l'informatique et des jeux vidéo. Pendant cette conférence, donc, je vais prendre pour exemple diverses croyances qui sont diverses. Donc il est possible que l'une d'elles soit votre préférence favorite, votre croyance fétiche. Donc voilà. Attendez la fin pour poser des questions et je vous demanderai d'être attentif à ce qui se passe en vous au moment où vous sentez que vous n'adhérez pas tout à fait à ce que je suis en train de vous dire, etc. Ça s'appelle la fermeture doxatique, l'ouverture doxatique. Je vais vous définir ça après, mais voilà, c'est intéressant de ressentir quand on a quelqu'un qui vous dit quelque chose et que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, de sentir comment on se sent, parce que pour la suite, je ferai appel à ça. Et évidemment, à la fin, vous aurez un slide de ressources, de conseils de lecture, etc. Donc ce sera en 3 parties. Déjà, pourquoi douter? Je vais essayer de vous justifier pourquoi il est nécessaire de douter. Ensuite, le deuxième volet, le deuxième aspect de la pièce, c'est on doute, oui, mais il faut faire confiance aussi. Et ensuite, discuter les croyances. Donc pour ceux qui sont déjà familiers de la zététique, d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir combien de personnes connaissent la zététique. Pas mal, ok. Pour ceux qui sont déjà un peu familiers, je vais aborder des points qui sont rarement discutés, et notamment l'attitude des zététiciens. Donc ça, c'est un apport un peu nouveau, notamment parce que moi, je suis plutôt d'influence, en tout cas américaine, sur les sceptiques américains plutôt que les zétètes français. Donc, je pourrais vous apporter ça. Alors, dans les définitions, évidemment, la zététique en premier. Donc c'est l'art du doute, ça c'est simple. C'est aussi, en France, l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux. Ça vient de zététicos, ce qui aime chercher. Donc ça s'intéresse typiquement à toutes les parasciences, pseudosciences, tout ce qui est croyance irrationnelle. L'école française, justement, s'inquiète peu des croyances, des propositions irréfutables, des croyances qui ne sont pas réfutables. Moi, je pense, donc, du côté américain, qu'on peut tout discuter, tout critiquer et tout aborder. Donc, le scepticisme, vous devez connaître, l'attitude incroyante a priori, et l'autre, la crédulité, qui est l'attitude croyante a priori. Qu'est-ce que le savoir? Donc ça pourrait occuper une conférence entière, mais on va se contenter de ça pour le cadre de cette conférence. Donc c'est les connaissances acquises par l'expérience et qui sont reproductibles, donc c'est plutôt des connaissances solides. Et les croyances, ce sera ce qu'on appelle... Alors c'est pas une dichotomie exacte, mais c'est le processus d'adhésion à une hypothèse indépendamment des faits. Et ça, on reparlera des faits, l'exposition aux faits, comment ça peut affecter nos opinions. Donc la doxa dont je vous parlais juste avant, c'est l'ensemble des opinions. Alors donc ça peut être une doxa qui est partagée par un groupe, mais ça peut être aussi juste les nôtres. Donc notre doxa personnelle. Et l'ouverture doxatique, c'est ce moment où on est prêt à accepter de nouvelles opinions, changer éventuellement ses opinions. Ça n'arrive pas tant que ça, notamment quand on n'a pas l'habitude de discuter de ses propres opinions, on n'est pas forcément très ouvert à les faire changer. Alors, pourquoi douter, finalement? Pourquoi? Le cerveau, c'est un organe extrêmement sophistiqué et efficace qui a évolué sur des millions d'années, notamment dans un environnement hostile avec des ressources limitées. Alors, ça peut être des ressources attentionnelles, ça peut être simplement aussi des ressources énergétiques. On n'a pas beaucoup de temps ou d'énergie à consacrer à tous les problèmes. Donc, de fait de cette soumission à des facteurs stressants, il fait au mieux avec ce qu'il a. Donc, il commet aussi beaucoup d'erreurs. Il est très fiable, mais il commet aussi beaucoup d'erreurs. À ce propos, donc, juste pour vous donner une petite définition, en science, on parle d'erreur de type 1, erreur de type 2, ce qui correspond aux faux positifs et aux faux négatifs.
Un faux positif, dans l'évolution, ça serait l'exemple classique, c'est vous entendez un bruit dans un buisson, vous pensez tout de suite, il y a un tigre dans le buisson, je pars. Vous avez fait une erreur, parce qu'en fait c'était le vent, mais c'est pas grave, vous êtes vivant. Donc, tout bien. Le faux négatif, en revanche, bon, ça doit être le vent, et en fait c'était un tigre, vous êtes mort. Donc, le cerveau sélectionne le biais, a un biais et sélectionne l'erreur de type 1. On va commencer simple, avec les illusions d'optique, les illusions sensorielles. Je vous en ai pris une que j'aime beaucoup, puisque c'est un relief de type Mensa. Donc à gauche, la photo de Viking 1, à droite, celle qui a été prise longtemps après pour faire taire les rumeurs comme quoi la NASA aurait découvert une civilisation sur Mars. À l'époque, donc en 2001, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. Je me demandais, bon, il y a vraiment des gens qui pensaient que le visage de Mars c'était un truc. Il y a eu un film là-dessus d'ailleurs. Mais il y a aussi les illusions auditives. Donc ça, typiquement, on vous passe une musique, puis on vous la repasse à l'envers. Bon, vous entendez moins bien, mais... Et puis on vous dit ce que vous devez entendre. On sous-titre la partie audio, et là, votre oreille entend ce qu'il y a marqué à l'écran. Donc c'est un type d'illusion. Il y a les illusions, par exemple, on trempe une main dans de l'eau très chaude, une autre dans de l'eau très froide, et on arrive à donc complètement tromper le sens de la chaleur avec ça. Au niveau de la proprioception, on peut imaginer beaucoup de choses. Par exemple, quand on tourne sur nous-mêmes, bon, le sens est complètement perturbé et on peut avoir l'impression que ce qu'on regarde tourne. Bon, ça c'est tout bête, hein. Je vais très vite sur ces questions-là puisque c'est pas ça qui est le plus intéressant. Serge Brett-Morel, l'année dernière, avait fait une conférence assez intéressante que vous pourrez revoir sur son site, Astrosceptique, sur l'intuition, les illusions. Alors, je vous donne un exemple. Donc, c'est une illusion d'optique qui a été créée par un japonais. Et vous pouvez aller voir son site, je le mets à la fin en référence. C'est un chercheur en illusion d'optique. Ça existe. C'est un boulot super cool. Et c'est extrêmement sérieux. C'est pas du tout juste pour le fun qu'ils font ça. Il y a des papiers qui sont publiés à chaque illusion d'optique qu'ils réussissent à créer, parce qu'ils mettent en évidence le fonctionnement du cerveau grâce à ça. Tout le monde voit les serpents tourner? Non? Ah, ben voilà. C'est ça aussi, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas sensibles à cette illusion d'optique. Vous êtes peut-être trop loin. Ah, c'est ça, peut-être devant, on la voit pas. D'accord, elle n'est pas assez grande. Okay. Vous savez qu'il y a des serpents. Il y a des petites lampes rouges qui dépassent. Il y a des petites lampes rouges qui dépassent. En tout cas, je vous invite à aller voir sur le site de cette personne. Attendez, s'il vous plaît. Donc, allez voir sur le site de cette personne, il y a plein d'illusions d'optique, elles sont toutes super, et notamment sur les niveaux de gris, sur la reconstitution de la 3D, sur le mouvement, enfin, il y a beaucoup de choses, c'est super. Alors, on va parler rapidement d'intuition, et notamment, pourquoi j'ai écrit la première ligne que vous avez tous lue, c'est parce que c'est automatique pour vous la lecture. Vous ne contrôlez plus votre expertise de lecture que vous avez pourtant apprise à l'école, parce qu'elle est passée depuis dans ce qu'on appelle le système 2, c'est-à-dire le raisonnement qui est lent, qui permet l'apprentissage, dans le système 1, qui est automatique, et qui traite extrêmement vite les informations. Donc la référence à ce propos, c'est Daniel Kahneman. Et donc l'intuition, qui est donc une petite partie du système 1, est très étudiée. Et donc on sait beaucoup de choses maintenant sur le fonctionnement de l'intuition. Et pour vous en dire juste un tout petit peu plus, il semblerait donc que l'expertise qu'on acquiert par le processus d'apprentissage passe dans le système 1 au bout d'un moment, quand elle est suffisamment automatisable. Donc un expert aura de l'intuition qui sera bien meilleure que l'intuition d'un novice dans le même domaine. D'ailleurs, la publicité s'est emparée du phénomène et maintenant, comme on sait qu'on filtre les publicités quand on les voit, on est habitué, on voit un panneau, on sait qu'il y a de la pub dedans, on ne le regarde plus. Et donc, ils essayent de trouver des façons de faire trébucher l'esprit quand ils lisent une affiche pour
qu'on enclenche le système 2 et qu'on se pose la question qu'est-ce que je suis en train de regarder, et donc on le mémorise, et donc la publicité fonctionne. Un petit peu plus difficile à cerner, parce que là, ça se passe dans notre tête, donc les illusions d'optique, c'est facile à montrer, les biais cognitifs, c'est un petit peu plus difficile. Et il en existe beaucoup, mais alors beaucoup. J'en ai sélectionné quelques-uns. Le biais du survivant, par exemple, c'est quelqu'un qui vous dit il y a 50 ans, on faisait des super machines à laver, elles duraient super longtemps. Moi, j'ai un voisin, il a toujours la même machine à laver depuis toutes ces années, elle n'est jamais tombée en panne. Et vous pouvez vous dire, oui, effectivement, maintenant, on fait des électroménagers, ça tombe en panne très vite, etc. Mais, en fait, c'est juste que vous n'avez pas vu les millions de machines à laver qui sont tombées en panne par ailleurs. Et celle-là, c'est l'exception statistique, puisqu'on sait que toutes les pièces ont une durée de vie qui est statistique. Et donc, celle-là avait toutes les pièces qui duraient le plus longtemps. Et donc, vous avez l'impression que cette machine à laver est incroyable. Le biais de confirmation, ça c'est tout bête, hein, c'est vous cherchez des informations et vous regardez uniquement celles qui parlent déjà de l'opinion que vous vous êtes déjà fait. Donc vous ne retenez les informations que si elles sont déjà en fait présentes dans votre opinion. C'est très embêtant quand on fait des recherches sur Internet parce qu'on se ferme à l'opinion contraire ou aux arguments contraires. Le biais d'attribution, ça c'est intéressant aussi, c'est quand on fait quelque chose, quand on réussit quelque chose, on l'attribue à soi-même. Et quand on ne réussit pas quelque chose, on l'attribue aux circonstances, aux gens qui étaient autour. Bref, c'est pas de notre faute. Tout ce qui est bien, c'est nous, et tout ce qui est moins bien, c'est les autres. L'effet de Dunning-Kruger, si vous connaissez, ça c'est délicieux. C'est plus quelqu'un est calé dans un domaine, plus il aura tendance à connaître l'étendue de son ignorance et donc douter de ses connaissances. Donc les experts doutent beaucoup, et les gens qui n'y connaissent rien ne doutent pas du tout. Ils sont sûrs de savoir juste ce qu'ils savent. Donc, c'est un peu tragique. C'est le nom de quelqu'un de Kruger? Oui, c'est 2 personnes. Ouais. 2 personnes. La croyance dans un monde juste. Alors ça, c'est une croyance, on peut se demander un petit peu, on peut chercher un petit peu pour la trouver, mais on peut avoir le sens, pas toujours, pas tout le temps, que le monde est juste d'une certaine manière. Il vous donne quelque chose, il vous reprend quelque chose de l'autre côté. Et ça fait partie des croyances dysfonctionnelles quand on accorde trop d'importance à ce biais cognitif. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous savez que tous ces biais existent, pareil que les illusions d'optique, ça fonctionne toujours. Donc il faut beaucoup d'entraînement pour repérer ses propres biais et les éviter. Ensuite, donc, on a des biais, donc forcément, on peut les exploiter, on peut en faire quelque chose. C'est là où on tombe dans l'argumentaire, le discours qui exploite tous ces biais cognitifs. Donc l'argument d'autorité, ça c'est facile. L'appel à l'ignorance, bon, en gros, c'est je ne sais pas comment ça marche, donc mon hypothèse est bonne. C'est un peu curieux, mais c'est très très utilisé. Et de pointer, non, ça c'était en train de me faire un appel à l'ignorance, je n'y crois pas, ça ne marche pas. Ça non plus, ça ne marchera pas dans la conversation, c'est très embêtant. L'analogie douteuse, bon voilà, vous mettez 2 choses en relation sous prétexte qu'elles se ressemblent, et donc ça marche pareil, et donc en plus ça marche pour toutes les qualités de l'un et de l'autre, et donc il faut quand même réfléchir un petit peu pour arriver à trouver non, en fait c'est pas pareil, il y a ça et ça qui sont différents, ton analogie elle marche dans le cas que tu cites, mais elle marche pas dans le cas d'à côté, etc. Généralisation abusive, c'est pareil. L'empoisonnement du puits, alors ça c'est un de mes petits préférés, avec le tu quoque, c'est du latin, ça veut dire toi aussi, c'est en référence, je crois, à Brutus, son petit. En gros, tu me dis ça, mais toi aussi tu fais pareil, donc en fait je ne vais pas t'écouter. C'est assez agaçant, du style par exemple, toi aussi tu es plus scientifique que moi, mais tu crois dans la science, donc en fait c'est des croyances, les deux, donc bon, c'est pareil, donc je ne t'écoute pas. Pareil que les illusions et les biais, ça fonctionne bien malheureusement. Ça demande d'enclencher son raisonnement, son système 2 pour être contré et ça demande de l'effort et c'est agaçant. Voilà. Mais l'exploitation des biais, c'est aussi des choses positives. Vous avez l'effet placebo en médecine, qui est très utilisé et qui est très positif, qui guérit vraiment. C'est très puissant l'effet placebo. Et ensuite, bon, vous voyez peut-être pas le lien, mais la musique,
Ça utilise les biais de traitement des sons qu'on a tous dans le cerveau pour en faire quelque chose de plaisant. Donc on compose de la musique spécifiquement pour déclencher des réponses dans le cerveau. C'est une façon de voir la musique. La sculpture, bah, c'est pareil, c'est beau, ça fait appel au sens de la symétrie, à votre sens esthétique inné, et bon, bah, on est évolutionnairement parlant pas fait pour ça. Mais on peut exploiter ces biais d'une façon positive pour la pâtisserie aussi. Pareil, ça fait super plaisir de manger du sucre ou une pâtisserie. Ben, les pâtisseries n'existaient pas il y a 100 000 ans, mais notre corps, qui n'est pas très différent d'il y a, mettons, 10 000 ans, répond très très bien à ça. Ensuite, il y a les pentes naturelles de l'esprit. Donc là, on continue de rentrer dans les façons de fonctionner du cerveau qui sont incorrectes. Donc, tout bêtement, une idée reçue, c'est par exemple, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Vous l'avez tous entendu, je pense. Donc, elles ont pour caractéristique d'être très répandues, considérées comme vraies, comme démontrées. Elles sont faciles à admettre et plutôt même agréables parce qu'elles répondent à une question. On ne s'est pas vraiment forcément posé d'ailleurs, mais ça colle bien. Elles sont amusantes, elles ont un côté ludique. Par exemple, 10% du cerveau qu'on n'utilise pas, bah, 10% c'est un chiffre rond. C'est bon, c'est surprenant et en même temps, on a envie d'y croire. Mais elles sont malheureusement quasiment toutes fausses. À ce propos, je vous conseille la chaîne La Tronche en Biais et les lois de l'attraction mentale qui parlent exactement de ça. C'est passionnant. Des concepts un petit peu plus sophistiqués. Donc le mérite. Ça, je pense que vous avez tous votre définition du mérite et que vous pensez dans certaines occasions mériter quelque chose de plus que les autres. C'est peut-être vrai à un niveau individuel, c'est peut-être vrai dans certaines petites proportions, mais il semblerait que le mérite soit un concept largement humain et qu'il n'existe pas vraiment. Je vous laisserai creuser ça vous-même. Notamment, il y a une étude italienne qui est sortie il y a très peu de temps qui essayait de voir pourquoi il y avait des telles disparités dans la répartition des richesses mondiales. Et il semblerait que le hasard, c'est lui, le vrai distributeur de richesses, c'est lui qui fait que même si vous faites tout bien, ça ne marche jamais. Et que d'autres qui sont juste plus chanceux réussissent dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas faire d'efforts, etc. Au niveau individuel, ça reste dans une proportion vraie, bien sûr. Non, de toute façon, avec ce deuxième, le libre arbitre, je vais vous dire, même si c'est une illusion, on en a besoin. Parce que notre système judiciaire, notamment, fonctionne avec la notion de libre arbitre. Donc, pour le moment, on ne sait pas faire autrement. On ne peut pas dire juste, c'est les circonstances qui font que telle personne a fait ça à tel moment. On est obligé de considérer les gens comme responsables de leurs actes. Donc, dans une certaine proportion, il semblerait que ce soit un concept qui soit discutable, en tout cas. Et après, on aborde les concepts beaucoup plus sophistiqués qui échappent quasiment intégralement à la représentation qu'on peut s'en faire. Donc, je vous ai cité le hasard, l'infini, les probabilités, les statistiques. Ça, c'est terrible, malheureusement, l'esprit humain est très 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 peu adapté pour traiter les statistiques et les probabilités, qui sont même contre-intuitives, on dit. Je crois que c'était l'expérience de Monty où on met 3 portes, une voiture, 2 chèvres. On choisit une porte, le présentateur ouvre une des portes qu'on n'a pas ouvertes, qu'on n'a pas choisies. Il y a une chèvre, évidemment. Et nous demande si on veut choisir une autre porte, changer notre choix. Et en fait, les probabilités vous disent que vous avez toujours intérêt à changer de choix, puisque vous augmentez significativement vos chances de trouver la voiture dans ces conditions. Ce qui est bizarre, mais c'est vrai. Et il semblerait, on peut se poser la question, en tout cas, le savoir dans le futur, non, c'est bon. Dans le futur, donc, le savoir, étant donné qu'il est de plus en plus sophistiqué, il sera peut-être de plus en plus contre-intuitif, ce qui est un vrai problème, puisque ça veut dire que le public qui n'est pas expert va peut-être de moins en moins comprendre ce que font les experts. On aborde la partie 2. Donc, voilà, on est plein de biais, il y a plein d'illusions. Est-ce que, pour autant, on est condamné à ne jamais pouvoir faire confiance à ce qu'on sait? Et je pense que vous avez toujours, vous vous êtes tous dit à un moment, comment cette personne, que je sais intelligente, peut croire de telles bêtises?
comment ça se fait qu'on soit... Et là, on n'arrive pas à expliquer ça, et on se dit cette personne est stupide, alors qu'on vient de dire qu'elle est intelligente. Donc, comment se fait-il que cela se puisse? Donc on insiste beaucoup sur le doute dans l'esprit critique, dans les milieux sceptiques. Moi, j'aimerais bien aussi insister sur la notion de confiance, parce qu'on ne peut pas douter sans faire confiance non plus. La réponse, c'est donc l'épistémologie. Donc je vais essayer de rapidement vous introduire ce concept. Donc l'épistémologie, c'est l'étude de la constitution des connaissances. Donc on se demande quelle connaissance, comment on l'a découverte, et est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse, ou est-ce qu'elle est plus ou moins vraie ou plus ou moins fausse. Donc moi, dans le reste de la conférence, je vais l'utiliser comme étant un synonyme de une épistémologie, c'est une méthode pour constituer nos connaissances. Je vous en cite quelques-unes, qui sont évidemment pas toutes équivalentes. La divination, si vous voulez savoir quelque chose, vous pouvez effectivement demander à un voyant, vous pouvez appeler un ami, vous pouvez appeler un parent, vous pouvez consulter un expert, ça c'est déjà un peu mieux. Attention, quel expert et dans quel domaine, évidemment. Vous pouvez réfléchir tout seul à un problème sans aucune donnée factuelle et trouver quelque chose. Après, est-ce que c'est vrai? Il faudra le confronter certainement à un moment ou à un autre. La source anonyme sur Internet qui est devenue le fournisseur numéro 1 quand même de certitude de nos jours. On en utilise tous des différentes, des épistémologies. Dans la même journée, je pense qu'on peut tout à fait se dire pour savoir ça, je dois demander à telle personne. Là, je pense que je peux me débrouiller tout seul. Là, je peux demander à ma mère pour cette question précise. Et là, voilà, on en utilise tous des différentes, de différentes qualités. L'important, c'est de proportionner la qualité de l'épistémologie qu'on utilise en fonction de l'impact et des conséquences sur soi et sur les autres. Et de proportionner son adhésion à la croyance avec la fiabilité des preuves. Ça, on va voir ça sur la suite. Je vous ai mis une petite illustration. Donc là, vous avez la sagesse, la rumeur populaire, pas terrible. Ensuite, le témoignage rapporté, qui est un peu mieux. L'anecdote personnelle, qui est très convaincante, évidemment. Et tout au-dessus, la parole de l'expert. Alors, plus on monte, plus la qualité de la preuve est bonne pour un fait donné. Donc ça, on en a le sens tous, un petit peu. Hein. On a entendu que c'est quand même moins bon qu'un expert me l'a dit. Deuxième partie de l'illustration que j'ai coupée en deux. Monsieur Ponzi, qui l'a faite, me pardonnera, j'espère. Donc là, c'est pour aborder quelle est la meilleure épistémologie que l'on connaisse actuellement. Il s'agit de la méthode scientifique, et je vais vous en parler un petit peu. Donc les sciences, c'est l'ensemble des disciplines qui étudient le réel. Il y a des postulats de départ qui ne sont pas très coûteux à admettre. Le premier, c'est le réel existe. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que le réel n'existe pas. C'est possible. Le réel ne dépend pas de l'observateur. Ça veut dire qu'on peut partager des expériences qu'on peut refaire indépendamment qui vont nous donner les mêmes résultats. Et l'accès au réel est la raison, donc l'esprit humain. Une théorie en science, c'est le plus haut degré de fiabilité, contrairement à ce qu'on dit dans le vocabulaire courant. C'est juste une théorie, je ne peux pas démontrer, etc. Si, une théorie, c'est super bien démontré. Il vaut mieux parler d'hypothèse dans ce cas-là. Là, comme ça, on ne se trompe pas. Donc la méthode scientifique est une épistémologie, et pourquoi elle est bonne? Pourquoi c'est la meilleure? C'est parce qu'elle est, entre autres, autocorrectrice. Ça veut dire qu'elle s'améliore avec le temps, parce qu'elle a une histoire, et maintenant elle en est à un point où elle est vraiment bonne, mais elle va certainement continuer à s'améliorer, notamment parce qu'il y a des critiques qu'on peut lui faire actuellement. Elle est transparente, donc vous pouvez consulter les protocoles, vérifier les hypothèses qui ont été posées, et vous pouvez, dans certains cas, refaire l'expérience chez vous. Et normalement, les résultats sont réplicables. S'ils ne sont pas réplicables, le papier est abandonné. Enfin, ça serait bien que tous les travaux non réplicables soient quand même gardés, parce que c'est quand même précieux. Parfois, on se pose plusieurs fois la même question, et plutôt que de refaire la même expérience, on pourrait chercher dans ceux qui ont échoué à démontrer quelque chose. Et très important, on travaille sur des hypothèses réfutables. Ça, je vous en parlais juste avant. Je comptais vous parler de 2 études réelles que j'ai sélectionnées, mais on a moyennement le temps.
Je peux vous parler de quoi ça parle. À l'aide de la mesure, c'est la dilatation des pupilles, c'est très très utilisé. Donc, notamment en système 1, système 2 dont je vous parlais, on fait la différence entre système 1 et système 2 avec la dilatation des pupilles, qui est le signe que le cerveau est en train de traiter l'information. Donc c'est pas très spécifique, parce que donc là on peut par exemple étudier la réaction des enfants très jeunes à des images de serpents et d'araignées pour mesurer leur réponse. On peut aussi aller dans des études beaucoup plus complexes sur la réponse, l'intérêt en tout cas pour les images qui sont projetées. Et là, dans le cas de la deuxième étude, c'est l'excitation sexuelle. Alors je les avais sélectionnés parce que la première est très simple, elle est très inoffensive, elle est très bien présentée, elle est aérée, etc. On voit bien où les chercheurs voulaient en venir. La deuxième fait 19 pages, écrites tout petit, avec des chiffres partout, des mathématiques dans tous les sens, et autant la première, on peut comprendre facilement d'où ça vient. La deuxième, c'est beaucoup plus dur, et notamment la critique que moi je lui faisais, c'était que l'auteur est spécialisé dans son domaine, donc c'est le même qui publie à la chaîne des papiers sur ce sujet-là, et de fait, quand on est expert dans un domaine, il faut se faire relire pour publier, et s'il y a très 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 peu d'experts dans le domaine, et bien, du coup, on peut douter de la validité de la relecture. Cela dit, c'était aussi pour vous présenter le... Je vais quand même essayer de le faire. Ça va me casser ma présentation si j'ai pas confiance. Le deuxième article, qui est donc publié sur Vice, lui, il titre carrément « Les gens hétérosexuels n'existent pas ». Voilà, à partir d'une étude qui est quand même un petit peu plus modérée dans ses conclusions. Donc c'était aussi pour vous montrer que les médias savent mal en général parler de la science, et que pour comprendre certains papiers, il faut avoir un degré de connaissance dans le domaine très poussé. Donc, la science, c'est très technique, et c'est parfois très inaccessible, ce qui peut rebuter, ce qui peut isoler les chercheurs dans leur expertise, hein, finalement. Et la vulgarisation est dure. Donc, là on revient sur la zététique. Les amateurs peuvent-ils appliquer la méthode scientifique, peuvent-ils faire de la bonne science chez eux? La réponse est oui. Et heureusement, car donc, les médias ne parlent pas bien de la science en général. Les scientifiques ne parlent pas bien de leur propre travail en général. Et la science étudie très peu le paranormal. Ça, c'est dommage. Effectivement, c'est coûteux de faire des expériences, de publier, surtout qu'on est presque sûr qu'on ne va rien trouver. Donc, le paranormal et les pseudosciences, les choses un peu ésotériques ne sont pas tant étudiées que ça. Donc, ce sont des bénévoles la plupart du temps qui s'en occupent. D'où la zététique. Et je vais vous en parler après. Il faut juste faire très très attention quand on est un amateur de bien choisir son hypothèse de départ, qui s'appelle l'hypothèse... choisir son hypothèse et choisir l'hypothèse nulle qu'on note H0. On ne peut pas démontrer une négative, donc il faut choisir... je vais vous prendre un exemple, ça va être plus simple. Les brocolis améliorent l'intelligence. Vous en êtes persuadé, vous voulez le démontrer. Votre hypothèse de nulle, celle que vous devez rejeter pour prouver que les brocolis améliorent l'intelligence, l'hypothèse nulle, c'est les brocolis n'améliorent pas l'intelligence. Voilà. Si vous partez comme ça, vous êtes bon, vous devez rejeter cette hypothèse-là. Donc vous devez imaginer une expérience qui permette de dire on constate quelque chose suffisamment significatif pour rejeter l'hypothèse. Voilà. Si on part sur une hypothèse qui n'est pas réfutable, vous êtes mort dès le début, vous ne pouvez rien prouver. Donc par exemple, si vous partez du principe que l'âme existe, par exemple, que vous êtes certain qu'il y a quelque chose dans le corps qu'on pourrait appeler l'âme, etc. Si c'est ça votre hypothèse nulle, c'est-à-dire vous partez de l'existence de ça, toutes les expériences que vous voudrez faire vont approuver son inexistence, ce qui n'est pas possible. Donc, vous pouvez imaginer, il y a une licorne dans le coin de la pièce, elle est invisible, elle ne sent rien, elle ne fait pas de bruit. Vous partez de ce principe qu'elle existe, et maintenant vous devez prouver son inexistence. Je vous laisse essayer d'imaginer une expérience pour ça. Un petit
Petit focus sur le rasoir d'Occam. C'est un outil qui est souvent utilisé, mal utilisé d'ailleurs. Ça vous dit, en fait, que vous devez privilégier l'investigation de la méthode la plus probable, et pas que la plus probable est vraie. Donc ça veut dire que si vous perdez vos clés et que vous les cherchez, vous devez aller les chercher dans la poche de votre veste, et pas à la cave. Ce qui serait l'hypothèse certainement la plus coûteuse dans l'histoire, puisque vous n'êtes pas allé à la cave depuis 15 jours, etc. Donc le rasoir, comment ? Ou d'autres endroits bien plus bizarres. Sur la plage en Bretagne où j'ai été l'année dernière, etc. Donc l'Observatoire zététique s'occupe justement de créer des protocoles de test pour tester le paranormal. Donc je sais qu'ils ne sont pas hyper actifs, mais il y en a d'autres qui s'occupent de ça, notamment la Tronchambier fait ça, ils le font très bien, je vous invite à aller voir. Il faut savoir que, ça c'est très important, que les protocoles, quand ils sont établis par des amateurs, comme ça, ils sont toujours créés par les amateurs avec la personne qui prétend avoir des pouvoirs paranormaux. C'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord, eux ils apportent la partie scientifique, la rigueur qui va être mise dans l'expérimentation, mais c'est fait en accord avec la personne qui est testée. Donc si elle dit par exemple, je peux lire dans votre esprit et savoir la carte que vous venez de piocher, de quelle couleur elle est, par exemple, noire ou rouge. Ok, très bien, vous pouvez faire ça, ce test on peut le faire, mais il faut qu'on soit bien d'accord sur les modalités de comment ça va se passer, et notamment pour être sûr qu'il n'y ait pas de tricherie ni dans un sens ni dans l'autre, pour qu'on puisse vraiment conclure quelque chose à la fin, parce que si on ne peut pas conclure, ça ne sera pas satisfaisant. Donc c'est pour vous dire que on ne fait pas de guet-apens pour les gens qui veulent démontrer un pouvoir paranormal. C'est vraiment une élaboration à égalité. Eux, ils prétendent quelque chose, et le puzzle qu'il y a inventé derrière, c'est le protocole d'expérimentation. Je vous recommande la chaîne Syllabus. Donc c'est une Québécoise qui se pose des questions sur des sujets très divers, et notamment celle que j'avais sélectionnée, c'est les métaux... comment formuler ça, c'est les métaux ont une influence sur la force musculaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Ça paraît un peu étrange, mais donc c'est un coach canadien, québécois, qui prétend que porter des objets pendant l'entraînement physique, ça fait baisser votre force, et donc il faut les retirer. Donc elle dit, très bien, j'ai contacté la personne, on s'est entendu sur une façon de tester la chose, et donc elle explique son protocole, elle explique comment il collecte les données, et à la fin, donc, elle dit, bon, on n'a pas mis quoi que ce soit en évidence, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle qui est les métaux n'altèrent pas la force musculaire. Le coach est un petit peu déçu, mais dit, peut-être que c'est parce que l'objet qu'on avait testé n'était pas le bon métal. Voilà, il peut y avoir effectivement des choses plus subtiles. En tout cas, lui est resté persuadé à la fin de l'expérience, mais il doutait un petit peu, ce qui est déjà beaucoup. Et la chaîne Hygiène Mentale avait fait un petit test rigolo sur des gens qui venaient à un salon, qui mettaient un petit haricot dans un tube pour là où ça correspondait à la face de la Lune le jour où ils sont nés, pour voir s'il y avait une influence du nombre de naissances les jours de pleine lune. Voilà. Il fait cette expérience régulièrement dans les salons sceptiques auxquels il se rend, et bon, pour le moment, il en a fait 4 expériences comme ça, et à chaque fois, il n'y a pas d'effet visible. C'est dans la distribution statistique normale. Donc il dit, moi, à chaque fois que je fais l'expérience que je ne trouve rien, je baisse mon niveau de croyance dans cette croyance, voilà, tout simplement. Il n'est pas parti de zéro, il n'est pas parti à 100%, il dit là, bon, peut-être, et graduellement, il se rapproche de zéro. Avant que tu tournes la page, Nicolas, parce que tu parles de l'observatoire zététique, et j'ai vu que Serge Moral est maintenant le président de l'observatoire zététique. Tout à fait, oui, Serge est le président de l'observatoire zététique. Troisième partie, discuter les croyances. Vous avez certainement entendu des gens vous dire arrête d'essayer de me convaincre de me parler de science, ou au contraire, quelqu'un de croyant qui essaie de vous convaincre et que vous lui dites arrête d'essayer de me convaincre de ce truc-là. Ça fait de mal à personne de croire,
laisse-moi bien croire ce que je veux. Et bon, dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a quand même la liberté d'opinion, c'est vrai. Pourquoi on embêterait les gens? Pourquoi on les ferait changer d'avis? Pourquoi on détruirait leurs croyances en leur apportant d'autres croyances? Pourquoi? Parce que les croyances sont plus ou moins dangereuses. Elles sont plus ou moins farfelues, mais surtout elles sont plus ou moins dangereuses. C'est ce critère-là qui est à retenir. Donc, les gens qui sont passés par la classe de philo doivent déjà avoir des sueurs froides, j'imagine. Qu'est-ce que la vérité? Voilà. On va dire dans le cadre de cette conférence que c'est le degré de confiance suffisant pour considérer qu'une chose est vraie. Voilà. Le vrai, alors le contraire de vrai, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas faux, c'est pas vrai. Attention. Donc toutes les connaissances sont pas vraies au départ, jusqu'à ce qu'on en apporte la preuve, jusqu'à ce qu'on rejette l'hypothèse nulle. C'est intéressant, hein, parce que des fois, des gens vous disent ben oui, mais tu m'as pas démontré que c'était pas vrai, donc du coup, je continue d'y croire. Ben, mais en premier lieu, ta croyance n'a pas été démontrée, donc elle n'est pas vraie. Tu peux décider d'y croire en l'absence de preuves, mais c'est pas rationnel comme position. La confiance raisonnable, qui est à mon avis un degré de confiance qui est à atteindre pour beaucoup de choses, qui est de proportionner sa croyance au niveau de preuve. Il y a quelque chose qui est très 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 agaçant et qui est certainement le fléau moderne, c'est le relativisme. C'est de dire je crois ça, tu crois ça, c'est des croyances, c'est égalité. Il n'y a pas de meilleure croyance qu'une autre. Donc finalement, ça veut dire chacun vit dans sa réalité. J'alterne ma réalité à l'aide de ma croyance. C'est ça le relativisme. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent disqualifier par le simple relativisme toute attaque sur leur croyance. Ça, c'est très problématique. Alors donc, pourquoi en discuter la véracité? Faut-il en discuter la véracité? Oui, parce qu'on pense et on agit toujours en fonction de nos croyances. Pas en accord, mais en fonction. Quelqu'un, par exemple, qui serait très raciste, pourrait décider de ne jamais le montrer, mais il aurait toujours cette croyance en lui, et il agira, s'il le peut, en fonction. Donc c'est justement l'exemple que j'allais vous donner après. Je vais moi-même trop vite sur mes slides. Donc, j'en prends une qui est relativement inoffensive. Donc la peur de prendre l'avion, elle peut être traitée par les TCC, tout simplement. Oui. Et ce qui est magique, c'est qu'après, vous pouvez prendre l'avion. La croyance que l'avion est dangereux disparaît, et vous pouvez prendre l'avion. Bon, ça vous concerne que vous. Si vraiment vous voulez prendre l'avion, ça ne concerne pas votre voisin, c'est pas très grave. En revanche, voilà, des croyances qui concernent beaucoup plus de monde et qui impactent la politique, donc finalement la vie de tout le monde, celle-là, déjà, on pourrait se poser bien plus la question de est-ce qu'on ne peut pas traiter le racisme, est-ce qu'on ne peut pas faire disparaître ça? Est-ce que cette croyance qui nuit à beaucoup de monde, est-ce qu'on ne peut pas faire disparaître cette croyance des esprits des gens? Alors évidemment, c'est très difficile. Très, très difficile. Oui, les questions à la fin de la conférence, s'il te plaît. On peut se demander, par exemple, est-ce qu'on peut exposer simplement les gens aux faits? Est-ce que ça suffit pour les faire changer d'avis? La réponse est malheureusement non. Il semblerait, il y a une étude en 1975 qui disait qu'on n'avait pas réussi du tout à faire changer d'avis des gens en les exposant à des faits. Donc c'était des faits qui étaient inventés, c'était des croyances, je crois que c'était sur la peine de mort, donc faut-il appliquer la peine de mort, et on donnait des faits qui avaient été fabriqués, qui étaient faits pour faire changer d'avis dans un sens ou dans l'autre des groupes d'étudiants. Les avis n'ont absolument pas changé. Et je trouve que c'est assez raccord avec ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Si c'était si simple de faire changer d'avis quelqu'un que de simplement l'exposer aux faits, on croirait tous des choses vraies et quasiment plus aucune chose fausse.
À mon avis, l'explication, c'est simplement que quand on a une épistémologie qui n'est pas très fiable, on présume que la personne en face de soi n'a pas non plus une épistémologie très fiable. D'ailleurs, si on savait qu'il en existait une meilleure, on l'adopterait et du coup, tout irait mieux. Donc du coup, on a tendance à relativiser la force de l'opinion de l'autre par rapport au sien, et simplement dire, moi je pense ça, mais bon, j'ai l'impression que c'est surtout une opinion, donc toi, ce que tu me dis, c'est probablement surtout une opinion aussi. Donc, encore une fois, relativisme, je peux rester dans ma croyance tranquillement. Donc, ça veut dire que débattre du poids d'une croyance et débattre de sa véracité n'est pas très utile, finalement. Le pire, d'ailleurs, qui peut vous arriver dans une conversation, quand vous discutez du quoi ou de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est que votre interlocuteur se referme, n'est plus du tout disposé à discuter avec vous, il va se retrancher sur son opinion, et non seulement vous avez perdu une occasion de faire changer la personne d'avis, mais vous avez renforcé sa croyance. N'oubliez pas que certaines fois, c'est un peu le syndrome de Galilée, c'est plus on s'oppose à moi, plus ce que je dis est vrai et plus j'ai raison. Voilà, donc ne discutez pas du quoi ou du vrai ou faux, ça ne sert pas à grand chose. Vous allez surtout vous épuiser, être frustré, pareil pour la personne en face. Il faut discuter du comment. Donc il faut discuter de l'épistémologie de la personne. Ça, c'est efficace. Donc j'ai choisi deux méthodes qui fonctionnent. Donc les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Elles sont pour partie composées d'un entretien socratique thérapeutique. Donc on est dans un cadre où l'ouverture doxatique est normalement maximale, puisque vous venez de votre plein gré pour faire changer vos propres croyances sur vous-même et sur le monde. Donc c'est le cas un petit peu parfait. Donc là j'ai mis quelques étapes qui correspondent à cet entretien socratique. Alors c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas le terme croyance qui est noté, mais c'est pourtant bien de ça dont il s'agit. Il s'agit de imaginer quelqu'un de déprimé qui est en dépression. Il peut par exemple avoir des croyances sur lui-même, je suis nul, je ne vaux rien, je n'arriverai jamais à rien, qui sont évidemment fausses. Il suffit de les questionner pour s'apercevoir qu'elles sont fausses. Et pour autant, ça peut être une pensée automatique qui vient plusieurs fois dans la journée, baisser votre morale, vous décourager de faire des choses et finalement vous maintenir dans un état dépressif. Et une deuxième méthode très très intéressante qui, à ma connaissance, vient tout juste d'arriver en France, c'est l'entretien socratique de rue. Donc on reste sur quand même une méthode très ancienne, c'est l'Antiquité, mais remise au goût du jour. Ça s'appelle la stricte épistémologie. Donc en anglais, ça découle du livre de Peter Boghossian, qui est un professeur d'épistémologie et de philosophie. Il a écrit un livre qui s'appelle Un manuel pour créer des athées, qui n'a pas encore malheureusement été traduit en français. Ça correspond donc à un entretien socratique de quelques minutes dans la rue avec des inconnus. Ça paraît un petit peu étonnant. Donc vous pouvez aller voir ces deux chaînes-là, Cordial Curiosity et Anthony Magnabosco. Donc typiquement, ils sont... Alors, Cordial Curiosity, là, c'est un petit stand avec 2 micros de très bonne qualité, plusieurs caméras, et il est à l'entrée d'un parc, dans le parc, à l'entrée d'un parc. Et donc, il arrête les gens, il leur demande s'ils veulent discuter d'une croyance. Est-ce que ça les intéresserait pendant 5 minutes, plus s'ils en ont envie, mais 5 minutes au minimum, de discuter d'une croyance qui leur est très chère. Et c'est très très intéressant, parce que déjà, d'une, vous apercevez que les gens croient des choses incroyables, justement, au premier sens du terme. Ça permet déjà de se confronter soi-même à la réalité. Et ensuite, ça permet de voir que on peut... Alors certains, ça change pas du tout d'avis, enfin on ne peut pas changer du tout leur avis, et pour certains, à la fin des 5 minutes ou des 10 minutes, ils sont là, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé que mon argument principal, c'était par exemple que c'est mes parents qui me l'ont dit. Donc maintenant que je suis grand, effectivement, je pourrais aller vérifier moi-même ce qu'il en est. Et donc ils n'ont pas encore changé d'avis, mais en tout cas, l'ouverture qui a été créée dans leur opinion en disant volontairement oui, je vais discuter avec vous 5 minutes, elle a été concrétisée par finalement, je ne suis pas très sûr que ce soit vrai, mais je vais aller vérifier. Et donc,
ça ouvre évidemment sur je vais être confronté à des opinions contraires, je vais les évaluer, je vais changer d'avis, changer de croyance. Donc un manuel pour créer des athées, évidemment, c'est un grand projet, hein, c'est sûr, mais c'est beaucoup basé sur son expérience, et quand on voit les vidéos, ses conférences, etc., c'est crédible, on pourrait dire, en sachant que pour qu'une personne perde ses convictions religieuses, ça peut prendre plusieurs années. Donc de toute façon, quand vous essayez de faire changer d'avis quelqu'un, ne soyez pas impatient, parce que déjà c'est frustrant, et c'est énervant pour votre interlocuteur, mais aussi parce que de toute façon, le processus de changer d'avis, quelle que soit la vie, quelle que soit la croyance, c'est lent. Et ensuite, et donc ça c'est aussi quelque chose d'un peu nouveau, c'est quelle est la bonne attitude pour discuter des croyances de quelqu'un. On vous l'a déjà répété, le savoir c'est une arme. On peut l'utiliser pour éduquer et donc émanciper les gens, mais on peut aussi l'utiliser pour leur faire du mal et prendre avantage sur eux, ce que je ne vous recommande pas de faire. Donc quelqu'un avec une épistémologie pas très fiable tombera dans des pièges cognitifs. À répétition, ne s'en apercevra pas, évidemment, et son opinion ne sera pas très fiable. Notez d'ailleurs qu'un scientifique qui n'a pas une bonne épistémologie, ça arrive, saura juste ce qu'il sait parce qu'on lui a dit, et ne saura pas si c'est vrai. C'est juste que ça ne sera pas remis en question dans sa discipline, mais s'il n'a pas fait l'effort d'aller vérifier, il n'a pas fait ses devoirs, et bon, voilà. Du coup, son opinion n'est pas très fiable, malheureusement. Et remplacer une opinion pas fiable par une opinion fiable sans qu'on connaisse la différence, c'est pas très intéressant non plus. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que il faut adopter une bonne attitude quand on veut discuter les croyances des gens et pas leur faire de mal. Éduquer de force, il ne faut pas le faire, hein, c'est une forme de violence. Comme je vous le disais, on n'est pas obligé de croire. Il faut avoir de l'empathie avec l'interlocuteur, notamment quand quelqu'un se pose réellement une question. Quand elle vient vous voir avec une vraie question, c'est pas là où il faut lui bourrer le mou avec vos opinions personnelles. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc une attitude qui serait beaucoup plus fonctionnelle, notamment. Et ça, c'est tiré de ce que j'ai vu sur la street épistémologie. Donc l'ouverture doxatique, ça c'est la clé. Si la personne n'est pas disposée à discuter avec vous, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc il faut s'assurer du consentement de votre interlocuteur qu'elle est bien disposée à discuter avec vous. Il n'y a rien de pire que d'infliger de l'aide à quelqu'un qui n'en a pas envie, qui ne l'a pas demandé. Il faut solliciter la participation active de l'interlocuteur, lui poser des questions et surtout écouter les réponses. Si vous n'écoutez pas les réponses, ça ne sert à rien. Reformuler les propos pour être sûr de les avoir compris, ça c'est aussi un conseil de base, mais ça sert de ne pas partir sur un malentendu. Sachez dire je ne sais pas, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de perdre un débat ou de perdre l'interlocuteur, ou qu'il soit faible si jamais ils disent je ne sais pas. Sachez de toute façon que ce n'est pas parce que vous ne savez pas que l'opinion de l'autre est forcément valide. Il faut avoir encore une fois des preuves et le démontrer pour que ce soit vrai. Voilà, évitez la guerre d'opinion, choisissez avec soin votre moment pour donner votre avis, et parfois il ne faudra même pas donner votre avis du tout. Parce que la meilleure façon pour une personne de changer d'avis, c'est de trouver elle-même la réponse. Donc évitez les arguments moisis qui sont en fait les biais, les arguments d'autorité, etc., dont j'ai parlé juste avant, qui sont l'exploitation des biais cognitifs. Vous n'avez pas envie non plus de manipuler la personne pour la faire changer d'avis. Gardez l'esprit raisonnablement ouvert, oui, ça c'est important aussi, parce que ça se trouve, c'est l'autre personne qui a raison, et pas vous. Donc, quand vous discutez et que vous voulez faire changer d'avis les gens, il faut absolument que vous soyez prêt à changer d'avis vous-même. Et c'est dur. Et enfin, pour terminer, donc la violence épistémologique. Ça, c'est un warning qui sera très général, mais adopter une bonne épistémologie, c'est très très corrosif pour les croyances. C'est-à-dire que ça peut dissoudre des pans entiers de croyances qui sont extrêmement importantes pour votre interlocuteur. Donc évidemment, toutes les croyances ne sont pas aussi
vaste, aussi ramifiée et aussi pervasive dans la vie de la personne, mais voilà, sachez que ça peut... De renoncer à une croyance, c'est une perte, quoi qu'il arrive. Et dans le cas des croyances très complexes et très ramifiées, vous pouvez simplement, en fait, une personne qui perd sa foi dans une famille très croyante et pas très tolérante peut être chassée de chez elle. Au minimum, on est chassé de sa congrégation puisqu'on ne peut plus traîner avec les mêmes personnes avec lesquelles on passe des bons moments. Les croyances sont souvent renforcées par le tissu social, et donc si vous perdez cette croyance, il y a de grandes chances que vous perdiez le tissu social. Donc, voilà, vous-même, quand vous faites une intervention de nature à changer les croyances des gens, soyez aussi attentif à ce qui peut se passer après, et notamment soyez responsable avec les conséquences que ça peut avoir. Dans les discussions sceptiques que je suis c'est au Texas, à Austin, il y a un petit groupe d'athées qui discute avec les croyants. Quand on leur dit je ne sais pas quoi faire, je perds ma foi, mais je sais que ça va mal aller pour moi parce que je ne pense pas que ma famille va l'accepter, ces gens-là sont extrêmement prudents et leur disent, dès qu'au départ, en gros, si ça peut attendre quelques années d'affirmer que vous êtes athée, par exemple, attendez quelques années. Parce que vous êtes en danger, vous allez peut-être vous faire chasser de chez vous. C'est aussi le cas avec les personnes homosexuelles. L'annonce de l'homosexualité, ça peut avoir des conséquences fâcheuses pour soi dans la famille. Donc, encore une fois, il faut être prudent quand on change les croyances des gens. Évidemment, l'homosexualité et la croyance en Dieu, ce n'est pas pareil, mais c'est pour vous alerter sur les risques que vous faites courir aux gens en changeant leur avis. En conclusion, donc, voilà, j'allais vous lire ça, et notamment la petite dernière phrase, qui est que ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve, et attention, pas nier sans preuve, parce que nier c'est encore une autre chose, c'est pas la même chose que rejeter. Elle est souvent, cette citation, mal utilisée. Voilà, c'est la fin de cette conférence. Alors, il reste 4 minutes pour les questions. Donc, posez des vraies questions. On pourrait bénéficier des détails. Pardon ? On peut bénéficier des détails. Oui, c'est possible, oui, tout à fait. Et notamment, les références, si vous voulez vous lire à la fin. Donc, les chaînes YouTube, j'en ai beaucoup. Les livres aussi, ça fait partie des choses que je peux vous transmettre, les sources qui m'ont aidé à élaborer ma pensée et faire cette présentation. Quelques personnalités, quelques sites sur lesquels il y a des ressources. Alors en France, Henri Brock est assez connu. C'est pas le fondateur? Si. Oui, tout à fait. Et James Randi aux États-Unis est très très connu. C'est un illusionniste à la base et il est parti en croisade pour démystifier les affirmations farfelues et ésotériques, notamment sur les pouvoirs paranormaux. Il avait proposé 1 million, je crois, $1 million à qui pourrait lui démontrer l'existence d'un pouvoir paranormal. Ce prix n'a jamais été réclamé en 30 ans, et pourtant il y a eu beaucoup de tentatives. Comme je vous disais, avec des expériences dont les protocoles sont élaborés en collaboration avec la personne qui affirme les choses. Donc c'est pas des pièges, c'est vraiment, on essaye de vraiment démontrer qu'il y a quelque chose. Et parfois souvent les croyances sont parfaitement sincères. Donc c'est pas du tout une question de charlatanisme, la plupart du temps. Les gens sont foncièrement convaincus d'avoir un don. Et même là, si vous les faites réfléchir sur en fait j'ai pas de don, ils vont être très 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 perdus dans leur vie. Parfois c'est leur métier d'être médium ou d'être médium, je veux dire. Donc voilà, vous retirez la source de revenus de la personne, voilà, encore une fois, il faut être très très prudent en discutant des croyances des gens. Voilà, il y a des questions s'il vous plaît. Léa, oui. Imaginons qu'un jour on arrive à démontrer scientifiquement que, prenons le cas le plus un peu énorme, que Dieu n'existe pas, que les esprits n'existent pas, tout ça. Prenons un peuple qui vit essentiellement autour de ce genre de croyances et qui est, on va dire, très pacifiste vis-à-vis de ça et qui est heureux par rapport à ses croyances.
Si jamais on arrivait avec le gros sabot, entre guillemets, avec les preuves, tout ça, finalement, est-ce que c'est bon de leur dire ça, ou est-ce que, enfin, en fait, à partir du moment où il n'y a aucun problème avec une croyance, même si elle est très généralisée, est-ce qu'il est utile véritablement de détruire cette croyance si elle ne fait de mal à personne, voire au contraire harmonise une... Oui, je comprends. C'est exactement la question que je traitais, c'est pourquoi tu veux me faire changer d'avis alors que je fais de mal à personne et que ma croyance est totalement inoffensive. Alors si c'est bien le cas que la croyance est tout à fait inoffensive, effectivement je ne vois pas le problème. En tout cas, l'urgence de faire changer la personne d'avis est plutôt faible. En revanche, même si la personne ne s'en aperçoit pas, parce que c'est souvent le cas, en fait, elle ne s'aperçoit pas que sa croyance est dangereuse, pour les autres, pour elle-même, je pense que c'est justifié, en tout cas dans les conditions que j'ai énoncées, qui sont quand même très restrictives. Il faudrait éventuellement essayer de lui parler, je pense. Et dans le cadre international, est-ce qu'il y aurait une responsabilité du éditeur, en fait, parce qu'en fait, c'est un peu énorme, c'est vraiment le sujet le plus... Il n'y a pas, à mon avis, une responsabilité qui viendrait d'en haut. Je pense que c'est plus la responsabilité de chacun, finalement, de discuter avec les gens autour de nous pour faire en sorte, moi je pense que c'est un idéal intéressant à atteindre, de croire le moins de choses fausses et le plus de choses vraies. Je pense que c'est la responsabilité de chacun, et c'est bien d'ailleurs le sens de cette conférence aujourd'hui devant nous. Oui. Oui, alors moi qui suis ancien moine, qui était moine pendant 20 ans, oui. Aussi actuellement revenu en hôpital psychiatrique, donc j'aurais plusieurs questions parce que concernant l'opium du peuple, l'existence, l'immatérialité de l'âme et bien sûr la croyance en Dieu. D'abord, justement, ça rejoint ça parce que je suis en hôpital psychiatrique, beaucoup de gens ont des croyances, plus ou moins farfelues, et je me dis, c'est un opium comme un autre, parce qu'on leur donne aussi des médocs, c'est pas l'idéal. L'important pour moi, c'est de savoir bien les doser du bon usage et du bon dosage. Après, bien sûr, j'essaie de les ramener vers la rationalité, parce qu'il y en a qui croient qu'avec la prière, ça va les sauver, etc., ou faire un peu les mages à l'eau, etc. Et je les ramène, bien sûr, pour ce qui est matériel, parce que, personnellement, je ne crois pas à l'immatérialité, l'immortalité de l'âme. J'ai dit à un évêque que je ne croyais pas à l'enfer, je vais être purgatoire, il me dit, bon, il me connaît, il me dit, Christophe, il y a beaucoup de choses qu'un évêque peut penser mais ne pas dire, et peut dire ne pas écrire, parce que même eux, ils sont dans le doute aussi, mine de rien. Mais ils sont dans une relation de hiérarchie de pouvoir, de fonction. Voilà. D'autre part, pour ce qui concerne Dieu, les théologiens assez avancés, mais peu écoutés malheureusement, disent bien qu'il faut, dans le raisonnement, que ce soit savoir comment la Bible a été composée ou comment agir, avoir un athéisme méthodologique. Donc j'ai même une URL que j'ai faite moi-même parce que c'est plus simple, c'est sobotka.fr/athéisme. Donc c'est un théologien qui est décédé récemment, qui a fait un article, le christianisme comme athéisme suspensif. C'est-à-dire que dans sa religion, le christianisme, il faut savoir mettre l'idée de Dieu de côté parce que sinon on atteint le biais. Je n'ai pas besoin de cette hypothèse comme dit Laplace. Parce que sinon on est toujours dans le Deus, dans le Dieu, God of the gaps. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne connaît pas, on explique par Dieu. Et donc finalement, voilà. Est-ce que tu as une question? La question, c'est que malheureusement, est-ce que les zététiciens, là, ils se disent athées et tout ça, pourquoi ils n'utilisent pas non plus les théologiens honnêtes qui utilisent cet athéisme méthodologique, non, pour dire aussi l'opposition entre foi et croyance, entre foi et religion. La plupart des gens n'ont pas, parce qu'ils assimilent les deux, mais il y a plusieurs. J'ai des textes, j'en ai plein. Par exemple, Maurice Belay, qui est décédé récemment, prêtre et psychanalyste, disait que la croyance déteste la critique alors que la foi ne fait que la désirer. Parce que la foi est un mouvement qui veut être critiqué pour avancer. La foi revendique la croyance, ça c'est sûr. Non. L'absence de preuves et de... Non, la foi c'est plutôt un mouvement, c'est fides ou fides quam en théologie classique. C'est un mouvement. C'est-à-dire que... Est-ce que tu as une question? Non, mais la question c'est que parce que là, comment les zététiciens, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas ces textes-là aussi pour avoir un point d'entente d'athéisme méthodologique sans dire que Dieu existe ou n'existe pas, mais on laisse de côté cette hypothèse. Sinon, on est dans la confrontation parce que des croyants bien pieux qui disent ça, ils sont non, on
trouvais ça trop Oui, oui. Alors, l'entretien socratique à l'époque, Socrate revendiquait le fait de ne pas être savant dans la discipline qu'il allait critiquer. Et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne position. Vous n'avez pas besoin de connaître une discipline pour critiquer l'épistémologie qui est derrière. Puisqu'on ne discute ni du quoi, ni de est-ce que c'est vrai ou faux, et qu'on discute du comment on est parvenu à la connaissance de cette chose, on n'a pas besoin de connaître le domaine. Normalement, on sait bien de le connaître un petit peu pour comprendre ce que la personne dit, et ça fait avancer un petit peu plus la discussion, mais c'est pas nécessaire. Notamment, je pense que c'est une erreur méthodologique quand on discute avec un croyant d'accorder, c'est-à-dire de dire voilà, j'ai plein de preuves, notamment par exemple sur le Coran, il y a les preuves scientifiques du Coran, et de dire voilà, ça pour moi ça prouve que le Coran est vrai. Je pense même qu'on est déjà trop loin dans la discussion par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a déjà avancé sur la critique de morceaux de texte qui sont soumis à interprétation, et je pense qu'on peut s'arrêter dans la discussion bien avant, c'est-à-dire ta foi, elle vient d'où, par quoi elle est soutenue, et de questionner ces choses-là. Parce que si on demande par exemple donc, les miracles scientifiques du Coran, qui t'a dit que c'était donc une preuve que le Coran est vrai? Et bon, bah, c'est mon imam. Et donc, est-ce que tu as été les lire? D'accord. Et c'est quand même soumis à interprétation. Et donc, et ainsi de suite. Et donc, on peut ne jamais finir la discussion, puisque c'est toujours des interprétations. Alors que la partie intéressante, c'est le comment. Excusez-moi, Oui. vous parlez de la méthode socratique, mais Socrate ne fait que poser des questions. Exactement. Pas aux gens ce qu'ils doivent croire. Jamais. Il ne faut jamais dire aux autres ce qu'ils doivent croire. Voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est eux qui trouvent tout seuls que leur vision est un peu ridicule. Et si une personne a envie de croire, elle va continuer à croire. Hein. J'ai déjà eu des discussions où la personne, quand je lui avais démontré que c'était... Enfin, là, pour le coup, on était dans une discussion d'opinion. Mais je lui ai démontré que c'était faux, que ça avait été étudié, que c'était faux. Et elle m'a dit, bon, de toute façon, j'ai envie de croire. Et à partir du moment où, sans prononcer ces mots, j'ai envie de croire, effectivement, vous ne pouvez pas atteindre la personne. Elle a envie de croire. Elle n'est pas ouverte à quelque chose. Moi, j'avais une question sur le Oui. rapport avec les faits. Vous dites, c'est pas la peine de mettre quelqu'un en face des faits, ça ne change rien. Mhm. Mais là, vous avez donné l'exemple de la croyance dans le danger des vaccins. Oui. En France, il y a eu 3 morts de la rougeole des adultes parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés. Moi, je Oui. peux vous dire qu'il y a beaucoup de parents qui ont dû réfléchir. Certainement. En fait, tout le monde n'est pas à égalité dans l'exposition aux faits. Il y a des personnes plutôt rationnelles qui vont évidemment, puisque c'est... Enfin, elles vont évidemment changer leur avis parce qu'elles sont raisonnables, elles sont accessibles à... enfin, elles sont convaincues que la réalité, si elle est contraire à leur croyance, change leur croyance. Mais beaucoup de gens, justement, ne sont pas sur ce mode-là. Donc, du coup, ne changeront pas d'avis avec les faits. Quand j'ai dit exposer aux faits, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile? Pas tant que ça, mais ça marche quand même pour certaines personnes, bien sûr. Notamment les personnes qui ont confiance dans la science, qui sont plutôt rationnelles dans leur approche générale. Oui, mais là, justement, le fait vient compenser leur absence de croyance dans la fiabilité de la science, puisqu'ils doutaient de la valeur du vaccin, alors que Bien les sûr. médecins... Ben. Enfin, le problème, c'est qu'il y a des médecins qui disent que Bien sûr. ça ne sert à rien, que c'est même dangereux. Mais là, moi, il me semble quand même que quand on est confronté à des faits, bah, on se met vraiment à réfléchir. Parce que la réalité, c'est ce qui résiste. Parce qu'on peut inventer n'importe quoi, les religions, on peut imaginer tout et Bien n'importe sûr. quoi. Quand on est en face de la réalité, elle nous résiste. Donc on ne peut plus imaginer. Il faut faire face. Enfin, il me semble. Oui, tout à fait. Il y a des cas canoniques un exemple qui est extraordinairement connu d'une secte qui prédisait la fin du monde. C'est un exemple princeps en psychologie sociale. Les psychologues sociaux se sont précipités en disant là, on est en super cas d'études, ils prédisaient la fin du monde pour tel jour, telle heure. La fin du monde n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent tous, ils quittent la secte? Que dalle. Ils recrutent à fond. Donc les faits leur démontrent la fausseté totale de leur croyance. Ça a renforcé leur croyance. Oui, mais dans c'est une un secte. fait qui n'est pas arrivé. Donc il y a toujours des raisons d'imaginer, d'autres raisons pourquoi Oui, il n'est pas arrivé. c'est parce qu'elle est irréfutable, la croyance. C'est pour ça. Elle ne peut pas être remise en cause par le réel. Elle est irréfutable. Oui. L'exemple tout simple de ceux qui sont bordés dans la religion, que je connais, hein, malheureusement, je connais, c'est que quand ils trouvent dans la presse n'importe quoi, même la presse qu'ils n'aiment pas, qui est plutôt libérale, plutôt le monde comme ça,
quelque chose qui va dans leur sens, ils disent oui, c'est un implémentaire. Quand ça va contre, ils disent on nous attaque, ils se prennent en persécutés, en victime. Pareil, assemblée de prière charismatique, on prie pour quelque chose, arrive. Voilà. Si ça arrive, merci mon Dieu, etc. Et si c'est raté, ben, ça prouve que tu es vachement aimé Dieu parce qu'il éprouve ta foi. C'est exactement une croyance irréfutable. Voilà, c'est ça. Que ça arrive ou que ça n'arrive pas, ça vient renforcer la croyance. Attention aux croyances irréfutables, c'est très très dangereux. Alors, oui, toi. Il y a des croyances que les gens ne choisissent pas, on leur impose, et du coup, Oui. ça va avoir un long le coup de changer ses croyances. C'est un quoi, pardon? Ça a un nom, le coup de changer ses croyances. Ah oui, je le connais bien. Je sais. Oui, il y a des croyances qui sont imposées, et justement, quand elles sont imposées, généralement, c'est quand on est jeune. Et quand on est plus adulte, ce genre d'entretien socratique peut refaire questionner les croyances qu'on a acquises jeune, puisque justement, c'était surtout notre entourage qui nous a dit que c'était vrai, et donc on peut le remettre en question de cette façon. Alors, Daniel, oui. Oui, donc tu as expliqué qu'il faut y aller doucement, parce que par exemple, si tu deviens athée rejeté par sa famille, qu'il faut y aller en question, qu'il faut attendre que l'autre vienne vous voir. Oui. Genre, future conclusion, si vous n'êtes pas psychologue, ne faites pas zététique. J'exagère un petit peu, mais Si vous n'êtes pas psychologue, ne faites pas de zététique. Parce que vous risquez, n'essayez pas de convaincre les gens, sinon vous risquez de leur faire du mal. Alors, à partir du moment où une personne discute d'un sujet, normalement, elle est dans une ouverture d'opinion, elle sera sensible à une opinion contraire. Donc à partir du moment où elle décide de déclencher une discussion, on peut dire, il y a beaucoup de cas, et effectivement, il ne faut pas trop surinterpréter non plus, mais on peut dire qu'elle est dans une forme de consentement pour discuter de sa croyance. Moi, ce sur quoi j'ai essayé d'insister à la fin, c'était n'allez pas prendre quelqu'un dans la rue comme ça et lui dire « Toi, je vais te faire changer d'avis sur ta croyance, qui est très dangereuse, il faut absolument que tu changes d'avis. » Ça, c'est pas à faire, mais si la personne est disposée à discuter, oui, je pense qu'il faut le faire. Et on n'a pas assez de psychologues dans le monde pour faire changer d'avis chaque personne sur chacune de ses croyances. Quelqu'un devrait tous devenir psychologue ici. Pourquoi pas? Le monde s'en porterait pas plus mal si on avait plus de psychologues, ça c'est sûr. Mais ça, c'est pas le point de vue de Socrate, de ne pas faire de mal. Ah oui, non, ça, après c'est d'autres Non, considérations. parce que Socrate, lui, il pense au contraire que c'est justement en faisant souffrir qu'on se met à réfléchir. Socrate, c'est ça. Parce Ouais, que après, c'est là on tombe dans la morale. qu'il a été Et c'est un autre condamné. sujet. Oui, Oui, tout à fait. C'est dans la discussion, dans la mesure où il se moquait des gens, il faisait souffrir, pour les aider à changer, sortir de leurs illusions, de leurs croyances. Il les faisait souffrir et il trouvait que c'était positif. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui, dans certains cas, défendre le droit au blasphème. Parce que sinon, on reste ne rien dire pour ne pas faire de peine, on ne fait pas de vagues. De toute façon, les idées sont critiquables, attaquables, et on peut s'en moquer, effectivement, mais les gens sont respectables. Justement, tu disais que le rire, de se moquer des gens, de se moquer des croyances, enfin, je pense que justement, la nuance n'est pas... moi, je ne suis pas très pour ça, parce que la nuance est vite faite entre on se moque de ma croyance et on se moque de moi. Parce que quand on est très, très croyant dans quelque chose, on a tendance à, puisqu'on a peu d'arguments pour défendre cette croyance, à en faire une part de notre identité. Et donc, à partir du moment où la croyance est attaquée, la personne est attaquée. Donc, je pense que se moquer des croyances, certes, mais il faut le faire avec beaucoup de discernement, parce qu'encore une fois, ça peut être perçu comme une attaque personnelle et de la violence. Oui. J'ai appris parce que j'entends depuis tout à l'heure, il y a un biais politique que j'entends souvent, c'est la minorité violente. On prend exemple de ce qui est plus violent, mais alors que c'est pas forcément une majorité, c'est plutôt une minorité. Comme je sais pas, l'avion, c'est l'avion. Souvent, les gens qui parlent de l'avion, c'est parce qu'ils pensent que c'est dangereux, parce qu'on voit souvent dans les médias, on voit des crashs d'avion. Alors que, ironiquement, on a les statistiques, c'est une notion plus sûre. Donc, ouais, alors du coup, dans ce que tu me dis, il y a le biais de confirmation déjà, parce qu'on regarde, enfin les médias ne parlent des vols d'avion que quand ça se crache, quand il y a des problèmes. Et puis, il y aura peut-être le syndrome de Galilée, qui est que c'est pas parce que tout le monde me dit le contraire que j'ai tort. Au contraire, j'ai certainement raison. Donc, oui. Pardon, il va falloir couper. Si vous êtes tous d'accord,
pour ramener votre chaise au fond de la salle et les empiler. Ça me rendrait un grand service parce que là, on n'a pas le temps de faire. Merci beaucoup.